Bienvenue sur touspourlasanté.tv. Sommes-nous tous condamnés à perdre notre autonomie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, nous n'allons pas tous devenir dépendants à nos enfants, nos petits-enfants et à la collectivité. La perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Bien évidemment, avec l'âge, il y a une baisse progressive des fonctions cognitives avec un risque accru chez certaines populations, notamment chez les patients chroniques. Mais on ne le sait pas assez, il y a certains facteurs de décrochage qu'il faut absolument éviter et qui peuvent assez vite déstabiliser un équilibre très fragile avec l'âge. La dépendance a un coût astronomique pour la société et ce sera d'autant plus vrai que le nombre de Français de plus de 80 ans va tripler d'ici 20 ans. Le Conseil national de la refondation s'est d'ailleurs emparé du sujet. Alors, quelles attentes vis-à-vis de cette grande loi dépendance, autonomie, bien vieillir, dont on nous parle et qu'on ne voit pas arriver. Mais en tout cas, tout ça va changer. On a même la chance d'avoir le ministre des Solidarités pour nous en parler. Et si la perte d'autonomie n'était pas une fatalité, merci de nous suivre. Jean-Christophe Combes, merci d'être venu sur touspourlasanté.tv. Vous avez un poste d'observation très particulier puisque vous êtes le ministre des Solidarités. Et la perte d'autonomie, ça vous connaît, puisque vous étiez avant président de la Croix-Rouge. Alors, quel est votre constat aujourd'hui sur la prise en charge des aînés du grand âge ? Merci déjà pour votre invitation. Bonjour. Écoutez, c'est, je crois, une urgence aujourd'hui que d'être en capacité de répondre en fait au choc démographique que notre société va connaître dans les années qui viennent, qu'elle connaît déjà d'ailleurs, parce qu'en 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux et représenteront environ un tiers de la population française. Les plus de 65 ans seront plus nombreux que les plus de 15 ans. C'est vous dire le choc démographique auquel on va devoir faire face. Et pour ça, eh bien, l'ambition que je porte en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, c'est d'apporter une solution, d'adapter en fait la société pour pouvoir prévenir et accompagner la perte d'autonomie dans notre pays, de donner les moyens aux personnes âgées de pouvoir bien vieillir et surtout de vieillir et de choisir la vie qu'ils souhaitent avoir. Mais l'impact sur la société, y a-t-il certains indicateurs que vous avez regardés avec une espèce de code d'alerte qui vous embête? On parle, surtout en ce moment, avec la discussion sur les retraites, on parle d'espérance de vie en bonne santé. Quels sont les indicateurs que vous suivez? Oui, c'est vrai. Cet indicateur-là est extrêmement important parce qu'on est un pays où on vieillit et où l'espérance de vie est l'une des plus longues au monde. En revanche, l'espérance de vie en bonne santé est moins bonne parfois qu'ailleurs. Et donc, il y a un vrai enjeu d'accompagnement, de prévention pour mieux vieillir. Et c'est pour ça qu'on investit maintenant depuis plusieurs années. Il faut qu'on aille plus loin, vous l'avez dit. C'est mon rôle aujourd'hui en tant que ministre. C'est ce que je porte dans le cadre du Conseil national de la refondation pour le bien vieillir. Mais c'est surtout s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait précédemment avec la création de la 5e branche en 2020 pour lancer une trajectoire de financement de la perte d'autonomie qui est lourde pour notre économie et notre système de solidarité. On parle beaucoup en ce moment avec la réforme des retraites. C'est la transformation des EHPAD, c'est le virage domiciliaire, voilà, comment on pourra demain bien vieillir à domicile. Garder et puis, les personnes âgées le plus longtemps possible. Exactement. Et puis c'est la confiance aussi dans le système, dans les EHPAD. On fête tristement aujourd'hui les 1 an du scandale Orpea. C'est comment on ramène de la confiance aussi dans le secteur, dans ces établissements, de la transparence aussi dans la gestion de ces établissements. Alors on va reparler un peu plus tard de la place des personnes âgées dans la société. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Mais je me tourne vers vous, professeur Olivier Guérin. Alors vous êtes le gériatre que l'on connaît au CHU de Nice. Vous étiez président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Alors la perte d'autonomie, ça arrive comment et chez qui? Alors la perte d'autonomie, il faut le voir comme un process finalement tout au long de la vie, à partir du moment où on n'a pas acquis les bons réflexes de préservation de son capital santé et de son capital autonomie. Je vous dirais que, comme prof de médecine, on a du mal encore à sortir, nous, les professionnels du soin, de la vision du tout curatif vers la vision absolument nécessaire maintenant de la préservation du fonctionnement. Et je dirais que c'est dans les facultés de médecine, sur les bancs des écoles d'infirmières, sur les bancs des facultés de pharmacie ou de tout l'ensemble des acteurs de la chaîne du soin qu'il faut qu'on fasse aussi, nous, notre propre révolution culturelle pour aider tous nos concitoyens à rester en santé et en autonomie. Après, j'ai toujours un peu de mal à dissocier la santé de l'autonomie parce que, malgré tout,
il faut être lucide, la perte d'autonomie et derrière après la dépendance, c'est aussi le fruit des maladies, notamment des maladies chroniques, surtout quand elles ne sont pas gérées de manière optimale. Et on n'a pas su, sur les décennies précédentes, s'adapter au vieillissement de notre population, à son corollaire qui est l'augmentation des pathologies chroniques, et surtout quand il y en a plusieurs, et notre capacité à les stabiliser le mieux possible, parce que c'est un élément clé, pas du tout le seul, mais un élément clé pour retarder la perte d'autonomie. Ce que vous dites, c'est qu'on traite une pathologie chronique pour ce qu'elle est, en oubliant les effets insidieux à plus long terme. Y a-t-il certains événements intercurrents qui peuvent faciliter cette entrée dans la perte d'autonomie, ce décrochage? Je sais que ce n'est pas forcément un terme que vous aimez, mais... Vous savez, quand on dit que l'état de santé, il est par nature, l'OMS le dit depuis 80 ans, médico-psychosocial, qu'on ne peut jamais couper le bout médical du bout psycho, donc le bien-être psychique, et du bout social, vous avez tout dit sur le fait que pour préserver votre état de santé et votre autonomie, vous devez agir à chaque fois sur le triptyque. Je donne juste un exemple. Dans les trajectoires pour le bien vieillir, l'élément qui ressort de manière robuste sur le plan scientifique comme étant un des éléments essentiels d'une trajectoire du bien vieillir, pour bien vieillir, c'est le sentiment d'utilité sociale. Ça, ce n'est pas du pied médical dans l'état de santé. On est d'accord, on est sur le pied du social et du bien-être psychique probablement. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'études, me semble-t-il, qui disent qu'une retraite pas bien préparée, puisqu'on parle, on a envie du sujet, entraîne pas mal de décompensation et même de dépression. Vous avez un commentaire, Madame Simonin. Très clairement, vous êtes la représentante des patients et des familles. Vous êtes impliquée dans de très nombreuses associations, mais j'aimerais avoir votre point de vue. Merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous. Oui, bien sûr, le bien vieillir, ça se prépare, je dirais, dès le primaire, dès la maternelle. C'est la prévention. Et je crois que le capital santé dont Olivier a parlé, il est évident que c'est essentiel. C'est faire comprendre que la santé n'est pas que curative, mais on travaille et on cultive sa santé tout au long de sa vie. Alors on a parlé des maladies chroniques. Effectivement, France Asso Santé, c'est 100 associations et qui sont agréées du système de santé. Donc effectivement, quand on a des associations de maladies chroniques, eh bien, il faut envisager de regarder la personne. La personne avec lui apprendre par l'éducation thérapeutique, par des mesures de prévention, lui dire qu'il vaudrait mieux marcher plutôt que de prendre des somnifères la nuit, et puis avoir effectivement une utilité sociale. Et on le voit bien dans nos associations, les retraités arrivent dans les associations. Pourquoi ? Pour s'engager et avoir une utilité sociale. Des événements juste qui peuvent entraîner ça, une chute, la grippe. Olivier Guérin, rapidement là-dessus. Le modèle gériatrique, en plus c'est un Français qui l'a publié, qui est le fondement de la gériatrie internationale, le modèle dit de Bouchon, c'est qu'en fait on a le vieillissement réduit votre réserve fonctionnelle au sens large, celle des organes, celle de vos fonctions, c'est vrai. Mais globalement, et notamment pour des tas d'organes dont le cerveau, ça marche plutôt très lentement, et en fait vous gardez beaucoup de capacités très longtemps. Là-dessus vient casser la courbe, la maladie chronique d'un organe, atteinte d'une fonction, et puis vous avez un événement intercurrent qui peut être médical, une pathologie aiguë, un événement infectieuse, une épidémie, voilà, exactement, ou même socio-environnemental, ou une chute aussi, qui est en soi un syndrome gériatrique, et vous passez d'un seul coup sous la courbe sous la ligne de dépendance en fait. Vous voyez qu'il faut éviter l'événement qui vous fait franchir la ligne, mais au-dessus, si vous stabilisez la courbe liée à la dégradation par la maladie chronique, vous pouvez ne jamais franchir, même à 120 ans, potentiellement, ce fameux seuil de perte d'autonomie.